partit pour son jogging matinal, à travers les sentiers pittoresques de Napa, et ne revint jamais. Sa voiture toujours garée au début du sentier, intacte. Pendant 2 années d'agonie, ses proches cherchèrent des réponses qui semblaient impossibles à trouver. Mais un jour, le cochon truffier d'un chef à la retraite se mit à creuser frénétiquement dans un endroit reculé des bois, et ce qui émergea de la terre était une preuve qui allait révéler ce qui s'était vraiment passé ce matin-là. L'air de la vallée de Napa, à la mi-septembre, porte un poise unique. C'est une chaleur sèche et dorée, épaisse avec l'odeur de la terre cuite par le soleil, du romarin sauvage, et la promesse lointaine et sucrée des raisins qui mûrissent de sur la vigne. Pour les résidents qui considèrent cet endroit comme leur foyer, le paysage est plus que de simples collines ondulantes et des vignobles de classe mondiale. C'est un vaste jardin de beauté sauvage, traversé par un réseau de sentiers qui serpentent d'à travers les forêts de chênes et montent dans les crêtes couvertes de chaparral. Ces chemins sont un sanctuaire pour les randonneurs, les vététistes et les coureurs, des gens attirés par le défi silencieux du terrain. Veronica Hensley était l'une de ces personnes. À 28 ans, elle se déplaçait avec la grâce disciplinée de quelqu'un qui comprenait la mécanique de son propre corps. En tant que kinésithérapeute, le travail de sa vie était dédié à guérir et renforcer les autres. Un principe qu'elle s'appliquait à elle-même avec une rigueur inébranlable. C'était une marathonienne passionnée, une silhouette familière sur les sentiers locaux, sa queue de cheval blonde battant comme un métronome régulier contre son dos, alors qu'elle accumulait kilomètre après kilomètre épuisant. Ses amis et sa famille la voyaient comme un phare de force et de vitalité. Une femme qui trouvait autant de paix dans la solitude d'une longue course que dans la compagnie de ceux qu'elle aimait. Son petit ami, David Chen, un ingénieur logiciel partageant la même passion pour le plein air, était souvent à ses côtés. L'après-midi du mardi, 15 septembre 2020, ils joguaient ensemble le long du sentier de terre familier du Channel Trail, une route que les locaux appelaient le CHNH. Le soleil commençait sa lente descente, projetant de longues sombres dramatiques sur le sentier. Comme David le raconterait plus tard aux enquêteurs, c'était un après-midi parfait. Ils s'arrêteraient à une jonction bien connue, marquée par un panneau en bois usé. Les lettres gravées indiquaient CHNH avec une flèche, et en dessous, le nombre 500. Il se souvint avoir sorti son téléphone, vouloir capturer le moment. Veronica, rouge de l'effort de la course, s'appuyait contre le panneau, une bouteille d'eau à la main. Elle affichait un sourire, sans effort, radieux et complètement sincère. Le clic de l'appareil photo du téléphone figé à l'image dans le temps. Ses yeux brillants, la fine lueur de sueur sur son front, l'arrière-plan d'arbres sans fin et d'herbes dorées. C'était la dernière photographie jamais prise d'elle. Leur routine était confortable, établie. David avait une conférence de travail à Sacramento le lendemain. Un événement de 2 jours qu'il ne pouvait pas manquer. Il partit avant l'aube, le mercredi 16 septembre. Leurs adieux furent brefs, un baiser endormi dans la faible lumière de leur appartement. Le genre doit revoir des involtes qui arrivent 1000 fois dans une vie partagée. Il lui dit qu'il l'appellerait ce soir-là depuis l'hôtel. Il n'avait aucun moyen de savoir que le silence à l'autre bout de la ligne deviendrait bientôt un rugissement assourdissant. L'hôtel de conférence à Sacramento était un monde loin des sentiers poussiéreux de Napa. C'était un environnement stérile, de murs bêches, d'éclairage fluorescent et du bourdonnement sourd de la climatisation. David assista aux discours principaux et aux sessions en petits groupes, son esprit dérivant occasionnellement vers la course avec Veronica, la sensation du soleil sur sa peau. Vers 19 heures, il retourna dans sa chambre, desserra sa cravate et composa son numéro. Ça tomba directement sur la messagerie vocale. Il n'était pas alarmé, pas au début. Il imaginait son téléphone,
la batterie vidée après une longue journée à la clinique. Ou peut-être était-elle sortie pour une promenade du soir, le laissant derrière. Il envoyait un texto rapide. « Salut, j'espère que tu as passé une bonne journée. Appelle-moi quand tu auras ce message. » Il commanda le service en chambre, regarda 1 heure de télévision et l'appela à nouveau. Messagerie vocale. Un petit nœud d'inquiétude commença à se former dans son estomac. Véronica était méticuleuse. Elle vivait selon son emploi du temps, et le rappel du soir était un point fixe dans leur journée, surtout quand l'un d'eux était absent. Il envoyait un autre texto, celui-ci plus direct. « Je commence à m'inquiéter un peu. Tout va bien? » Il attendit. Les 3 points d'une réponse n'apparurent jamais. Le silence dans la chambre d'hôtel semblait plus lourd maintenant, amplifié par l'absence de sa voix. À 22 heures, l'inquiétude s'était transformée en véritable préoccupation. Il parcourut ses contacts et a placé Sarah, la meilleure amie de Véronica. « Et désolé d'appeler si tard, comment c'est-il, essayant de garder sa voix stable. Tu as eu des nouvelles de Véronica aujourd'hui? » La réponse de Sarah fut immédiate et teintée de sa propre confusion. « Non, je n'en ai pas eu. Je me disais justement que c'était bizarre qu'elle ne m'ait pas rappelé cet après-midi. Elle ne fait jamais ça. » La confirmation envoyait une décharge de peur froide à travers David. Ce n'était pas que lui. Personne n'avait eu de ses nouvelles. La logique soigneusement construite d'une batterie morte ou d'un téléphone oublié s'effondra, remplacée par une terreur sombre et informe. Il passa le reste de la nuit à arpenter la longueur de sa chambre d'hôtel, téléphone en main, l'appelant toutes les 30 minutes. À chaque fois, la voix automatisée à l'autre bout semblait être un jugement, une confirmation qu'elle était quelque part où il ne pouvait pas l'atteindre. Les heures s'étirèrent en une éternité de silence. Chaque tic-tac de l'horloge, un coup de marteau contre son espoir. La première lumière de l'aube du jeudi 17 septembre n'apporta aucun soulagement, seulement une certitude frénétique. David quitta son hôtel avant que le soleil ne se soit complètement levé et commença le trajet de retour vers Napa, son esprit parcourant 1000 scénarios terribles. En conduisant, il passa l'appel qu'il n'avait jamais imaginé devoir faire. Il composa le 911 et, sa voix se brisant d'un mélange de peur et d'épuisement, signala la disparition de Véronica Hensley. Il expliqua sa routine au répartiteur du bureau du shérif du comté de Napa, avec une clarté minutieuse, son habitude inébranlable. Une course en solo tous les matins où elle ne travaillait pas, toujours sur le système de sentier CHNH. Elle serait partie vers 8 heures le mercredi. Elle aurait dû être rentrée à 10 heures au plus tard. Le répartiteur, formé pour gérer la panique avec une procédure calme, prit note des informations et l'assura que des députés seraient immédiatement envoyés au début du sentier. Quand David arriva enfin, la scène était déjà délimitée par du ruban jaune. 2 voitures de patrouille étaient dégarées près de l'entrée. Leur présence, une violation officielle et brutale du cadre tranquille. Et là, nichée au fond du parking poussiéreux, se trouvait la berline argentée de Véronica. Elle était verrouillée, intacte. Une bouteille d'eau à moitié vide se trouvait dans la console centrale. Une paire de lunettes de soleil reposait sur le siège passager. La voiture était un témoignage silencieux et glaçant. Elle était arrivée au sentier. Elle avait commencé sa course comme elle le faisait toujours. Mais quelque part, dans la vaste nature, ensoleillée qui s'étendait au-delà du parking, Véronica Hensley avait disparu, et la recherche pour la retrouver venait de commencer. La réponse initiale du bureau du shérif du comté de Napa fut rapide et méthodique. Le début du sentier, autrefois une passerelle paisible vers la nature sauvage, se transforma en épicentre d'une enquête en plein essor. Du ruban jaune, brutal et artificiel, contre les bruns et verts naturels du paysage, délimitait la voiture de Véronica et un large périmètre autour d'elle.
Les députés qui arrivent vers les premiers se déplaçaient avec un calme pratiqué, leurs visages sombres. Ils photographiaient, en le véhicule, sous tous les angles, la fine couche de poussière sur son capot. Une horloge silencieuse, marquant le passage du temps depuis son arrivée. À travers la vitre, les objets banals à l'intérieur, les lunettes de soleil. La bouteille d'eau avait tant pris une signification sinistre. Des artefacts d'une vie brusquement mise en pause. Une équipe initiale de députés effectua un balayage rapide des 100 premières de mètres du sentier CHNH. Ils marchaient lentement, les yeux scrutant le sol, les broussailles, les branches basses des chênes. La forêt était étrangement silencieuse, l'air immobile et chaud. Chaque bruissement de feuilles, chaque cri d'oiseau lointain semblait contenir une question. Ils ne trouvaient rien. Pas de marque d'éraflure, pas de clé tombée, aucun signe de lutte. C'était comme si Véronica avait simplement été effacée du paysage, au moment où elle avait mis le pied sur le chemin. L'immensité du parc les dominait, un témoin silencieux et indifférent. Les députés savaient, en regardant dans cette étendue dense d'arbres et de collines, que ce n'était pas une tâche pour une poignée d'officiers. Cela nécessiterait une armée. À midi, cette armée commença à arriver. Le parking se gonfla avec les véhicules de l'équipe de recherche et de sauvetage du comté de Napa, des camions et fourgonnettes blancs arborant l'insigne officiel. Un poste de commandement mobile, un grand camping-car équipé de radios et de liaisons satellites, fut établi sous l'ombre d'un chêne tentaculaire. Des bénévoles chevronnés, hommes et femmes dans la trentaine, la quarantaine et la cinquantaine émergèrent, leurs visages affichant un mélange familier de détermination et de solennité. C'étaient des enseignants, des électriciens et des retraités qui consacraient leur temps libre à retrouver les disparus. Le chef de l'équipe Sartre, un homme nommé Frank Hewitt, au visage buriné et aux yeux qui avaient Davis trop de ses opérations, déroula une énorme carte topographique sur une table pliante. Le réseau complexe de lignes de contour dépeignait un terrain brutal de montées raides, de ravins profonds et d'innombrables chemins qui s'entrecroisent, dont beaucoup non officiels et non entretenus. Il commença à marquer la carte avec un crayon gras rouge, soulignant la ronde. Le rôtre probable de Véronica, établissant des grilles à de recherche et assignant des secteurs à différentes équipes. David se tenait à proximité, un fantôme en marge de l'activité, son visage pâle et tiré. Il répondait aux questions, confirmait les détails sur l'équipement et le niveau de forme physique de Véronica, mais ses yeux continuaient de dériver vers le sentier, vers l'ouverture sombre dans les arbres qui avaient avalé la femme qu'il aimait. Le bourdonnement de l'organisation, le crépitement des radios, la préparation méthodique. Tout cela semblait être une réponse terriblement inadéquate, au silence profond et terrifiant qui s'était abattu sur sa vie. Alors que les équipes au sol se préparaient à se déployer, les unités K9 arrivaient. La star de l'unité était un berger allemand nommé Ranger, un vétéran de dizaines de recherches. Sa maîtresse, une femme tranquille nommée Maria, le conduisit à la voiture de Véronica. Elle ouvrit la porte côté conducteur et laissa le chien inhaler, son nez puissant, cataloguant la signature olfactive unique de la femme disparue. Après un moment, Ranger émit un gémissement bas et un aboiement aigu, signalant qu'il avait la piste. Maria lui donna l'ordre, et le chien s'élança en avant, l'attirant vers le début du sentier avec une foulée avide et confiante. Pendant le premier kilomètre, le chien était implacable. Il suivait le chemin de terre principal sans hésitation, sa queue tenue haute, sa concentration absolue. Les membres de l'équipe de recherche qui suivaient derrière ressentirent une vague d'optimisme prudent. C'était ainsi que cela était censé fonctionner. Le chien était sur la piste,
Une découverte semblait imminente, mais ensuite, ils atteignirent une fourche dans le sentier. Le chemin principal continuait tout droit, tandis qu'une piste plus petite et moins fréquentée bifurquait vers la gauche descendant dans un lit de ruisseau ombragé. Ranger s'arrêtait à net. Il gémit, son œuf remissant frénétiquement alors qu'il reniflait l'air, puis le sol. Il fit quelques pas dans la fourche de gauche, puis revint en arrière, tournant autour de la jonction avec une agitation croissante. Il regarda Maria, sa posture confiante disparut, remplacée par une confusion visible. La piste olfactive, si forte quelques instants auparavant, avait disparu dans l'air. C'était comme si Véronica avait été soulevée de l'endroit, ne laissant aucune trace de la direction qu'elle avait prise ou si elle avait quitté le sol entièrement. Maria essaya de l'encourager, de lui faire reprendre l'odeur, mais le chien était résolu. La piste était froide. Le premier véritable espoir de la recherche s'était évaporé dans l'air sec de Napa, laissant les équipes avec rien d'autre qu'une vaste nature sauvage impitoyable et 1000 mauvaises directions à choisir. De retour au poste de commandement, des détectives interrogeaient les quelques autres randonneurs qui avaient été dans la région le mercredi matin. La plupart n'avaient rien vu d'anormal, mais ensuite un couple âgé, les Henderson, s'approcha d'un député, leur visage gravé d'inquiétude. Ils expliquèrent qu'ils avaient en effet de la randonnée sur un système de sentiers différent, le Lower Ridge Trail, à environ 5 kilomètres de là. Vers 11 heures le mercredi, ils revenaient à leur voiture quand ils avaient été témoins d'une scène troublante. Une jeune femme aux cheveux blonds, correspondant à la description générale de Véronica, était dans une dispute animée avec un homme à côté d'un pick-up bleu foncé, poussiéreux, garé au début du sentier reculé. Il ne pouvait pas entendre les mots, mais la posture de l'homme était agressive et la femme semblait en détresse. Le détective principal, un homme nommé Bill Sutton, pesa l'information. L'endroit était mauvais, l'heure un peu tardive, mais c'était la seule piste tangible qu'ils avaient. Une femme correspondant à la description, une dispute, un véhicule, c'était un récit, quelque chose à poursuivre. Contre le vide silencieux de la disparition de Véronica, c'était un chant de sirène. Des ressources furent immédiatement détournées. Un bolo, Beyond the Lookout, fut émis pour le pick-up bleu. Des voitures de patrouille furent envoyées pour patrouiller les routes secondaires, et une équipe de députés fut dépêchée pour quadriller la zone du Lower Ridge Trail. Pendant les 6 heures suivantes, une partie importante de l'attention de l'enquête se déplaça, chassant le camion fantôme bleu. C'était une perte de temps critique. Une chasse aux oies sauvages née du désespoir qui n'aboutit finalement à rien. L'homme et la femme ne furent jamais identifiés, et la piste se dissipa, ne laissant derrière elle que le goût amer de l'effort gaspillé. Tandis que les équipes au sol étaient déconfrontées à des impasses, la recherche depuis les airs s'avérait tout aussi infructueuse. Un hélicoptère de la California Highway Patrol fendait le ciel, ses pôles faisant un whamp 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 rythmique qui se répercutait sur les parois du canyon. Depuis les airs, l'ampleur du parc était écrasante. L'observateur, attaché à son siège, scrutait le paysage à travers des jumelles hauts de puissance, ses yeux traçant la tapisserie infinie de vert et de brun en dessous. Mais la canopée dense de chênes et de madrons forme être un bouclier presque impénétrable. Il pouvait voir les sentiers, de minces rubans de terre, mais le terrain à côté d'eux était perdu dans l'ombre. Il vit des cerfs, un renard, mais aucun éclair de couleur, aucun signe d'une personne en détresse. Les drones offraient une perspective plus intime, mais tout aussi frustrante. Les pilotes, au poste de commandement guidé, les petits aéronefs à travers les ravins et au-dessus des crêtes, leurs caméras haute résolution alimentant un flux en direct vers les monitors. Ils volaient en quadrillage, couvrant méticuleusement carré après carré,
de nature sauvage. Ils fixèrent les écrans pendant des heures, regardant un monde de roches et de broussailles défiler, espérant un seul pixel qui n'appartenait pas. Mais les drones ne voyaient ongles que ce que la forêt voulait qu'ils voient. Des arbres, des rochers, et les ombres profondes et sombres qui pouvaient cacher n'importe quoi. Le 4e jour de la recherche, une lueur d'espoir fut ravivée, cette fois par un bénévole. Il s'appelait Léo, un étudiant universitaire passant ses vacances d'été chez lui. Il avait été affecté à une équipe de défrichage, chargée de fouiller les zones difficiles, hors sentier, que les groupes principaux contournaient. Il naviguait sur une pente raide et traîtresse, étouffée par des buissons de manzanita épineux, à des centaines de mètres du chemin principal où le chien avait perdu l'odeur. C'était un travail lent et frustrant. Alors qu'il poussait une branche de côté, un éclair de couleur attira son regard. C'était un rose choquant et non naturel contre les tons sourds du sol forestier. Il s'agenouilla, le cœur battant. Accroché fermement à une épine, se trouvait un seul lacet de couleur vive. Il était propre, presque neuf. Il contacta immédiatement le poste de commandement par radio. La réponse fut électrique. David avait fourni des photos des chaussures de course de Véronica, des Aoka roses vifs. Le lacet correspondait parfaitement. Dans l'heure qui suivit, la zone grouillait de personnel s'arrêt. Ils établirent une nouvelle grille, centrée sur l'emplacement du lacet. Pour le reste de la journée, ils effectuèrent une recherche centimètre par centimètre de la colline. Un processus minutieux de défrichage et de tamisage à travers la litière de feuilles. Ils ne trouvaient rien d'autre. Aucun autre vêtement, aucun sac à dos, aucun signe de lutte, et surtout pas de Véronica. La découverte du lacet était à la fois une percée et un tourment. Cela prouvait qu'elle avait été là, loin du sentier, mais cela n'offrait aucune explication sur comment ou pourquoi. Avait-elle été traînée là? Avait-elle couru dans la panique? L'aviez-elle simplement laissé tomber? L'indice unique et vibrant flottait dans l'air un point d'interrogation, suspendu au-dessus d'un paysage qui refusait de fournir une réponse. Au fil des jours, l'enquête se tourna vers l'intérieur, comme c'est toujours le cas. Les détectives s'assirent avec David dans une pièce calme, au poste du shérif. Les questions étaient du poli, mais approfondies, conçues pour démanteler une chronologie et exposer des incohérences. Ils lui demandèrent de raconter son voyage à Sacramento, minute par minute. Où s'était-il arrêté pour faire le plein? À quelle heure s'était-il enregistré à l'hôtel? À qui avait-il parlé à la conférence? David, vidé par le chagrin et le manque de sommeil, répondit à toute sa frustration, mijotant sous une surface de coopération LAS. Pendant qu'il parlait, une autre équipe de détectives était déjà au travail, vérifiant son histoire. Ils ont récupéré ses relevés de carte de crédit, confirmant un achat dans un Starbucks à Sacramento. Ils ont obtenu des images de sécurité de l'hôtel, le montrant au bureau d'enregistrement à l'heure exacte qu'il avait indiquée. Ils ont assigné ses relevés de téléphone portable et les données des tours étaient irréfutables. Son téléphone avait envoyé des signaux autour de manière constante, le long du corridor I-80, et à l'intérieur de Sacramento, pendant toute la durée de la disparition de Véronica. Il était, sans aucun doute, exactement là où il avait dit qu'il était. Le détective principal l'informa qu'il était blanchi. C'était un moment qui aurait dû apporter un soulagement. Mais pour David, cela ne fit qu'approfondir le désespoir. S'il n'était pas responsable, alors c'était un étranger. Et cette possibilité était infiniment plus terrifiante. Après 2 semaines, le soleil implacable de Napa avait durci le sol, et le vent avait nettoyé les sentiers. La recherche avait couvert plus de 80 km de terrain brutal. Les bénévoles étaient épuisés, leur espoir usé,
Les ressources étaient le tendu, et les chances de retrouver Veronica vivante avaient diminué à presque rien. Le matin du 30 septembre, Frank Hewitt, le commandant SR, prit la décision. Lors d'une brève conférence de presse près du début du sentier, il se tint devant une rangée de microphones et annonça que la recherche active à grande échelle de Veronica Hensley était suspendue. Il utilisa un langage formel et prudent. Transition vers une recherche limitée et continue. L'enquête reste ouverte. Mais le sens était clair. L'armée rentrait chez elle, le poste de commandement fut démantelé, les cartes furent enroulées et le ruban jaune fut retiré. Alors que les derniers camions-serres quittant le parking, David et la sœur de Veronica se tenaient ensemble au bord du sentier. Les sons familiers de la recherche, les radios, les hélicoptères, les cris des bénévoles avaient disparu. Remplacés par le silence profond et terrible de la nature sauvage, la forêt avait gardé son secret, et pour l'instant, elle refusait de le rendre. 1 an est long. C'est assez long pour que les saisons changent, pour que les blessures cicatrisent et pour que les bords, tranchants d'une crise, soient usés par le rythme implacable de la vie quotidienne. Pour le public, l'histoire de la coureuse disparue de Napa s'était estompée. Son visage, autrefois un élément permanent des actualités locales et des tableaux d'affichage communautaires, était maintenant rarement vu. D'autres tragédies, d'autres gros titres avaient appris sa place. Les rubans jaunes, qui avaient autrefois orné les arbres près du début du sentier, s'étaient été filochés et étaient tombés, réabsorbés dans le paysage. À l'automne 2021, 1 an après la suspension de la recherche, l'affaire de Veronica Hensley fut officiellement transférée au dossier non résolu du bureau du shérif du comté de Napa. C'était une étape procédurale, une reconnaissance silencieuse que toutes les pistes avaient été épuisées. Le classeur épais contenant son dossier, rempli de cartes topographiques, de déclarations de témoins et de la photographie unique et solitaire d'un lacet rose, fut placé sur une étagère aux côtés de dizaines d'autres. Chaque dossier représentait une vie interrompue, une histoire sans fin. Pour le système, Veronica était maintenant une statistique, un puzzle attendant une pièce manquante qui pourrait ne jamais être trouvée. La nature sauvage avait gagné, mais pour la famille de Veronica, il n'existait pas de dossier non résolu. Son absence était une présence brute et quotidienne, un vide que le temps ne pouvait combler. Sa jeune sœur Jessica devint le porte-flambeau involontaire de la famille. Graphiste de métier, elle canalisa son chagrin dans l'action. Elle créa une page Facebook, Retrouver Veronica Hensley, qui devint rapidement un centre numérique pour une petite communauté de soutien farouchement dévouée. Elle publia la dernière photo que David avait prise, le sourire éclatant de Veronica contrastant fortement avec l'obscurité croissante du mystère. Elle partageait des souvenirs, des anecdotes et des appels à l'information. Ses publications, un refus constant de laisser l'histoire de sa sœur être oubliée. À l'anniversaire de la disparition de Veronica, Jessica organisa une course commémorative. Des dizaines de personnes de la communauté des coureurs locaux se rassemblaient au début du sentier. CHNH, leur humeur, un mélange sombre de souvenirs et de défis. Ils couraient ensemble le 1er kilomètre du sentier, une procession silencieuse de pas sur le chemin poussiéreux avant de retourner au parking pour partager des histoires et lâcher des ballons dans le vaste ciel indifférent. C'était un rituel d'espoir face au désespoir, une façon de garder l'esprit de Veronica vivant à l'endroit même où elle avait été vue pour la dernière fois. Pendant ce temps, dans les coins sombres d'Internet, l'histoire de Veronica prit une vie différente. Sur les forums Reddit et les blogs sur les crimes réels, des détectives amateurs disséchaient chaque détail de l'affaire. Les théories se multipliaient, comme des spores dans l'obscurité. Certains plaidaient pour un accident tragique, une chute dans un ravin non découvert, son corps caché par le terrain dense.
D'autres évoquaient une attaque de Puma, citant l'emplacement reculé et l'absence de lutte au début du sentier. Une théorie plus persistante était celle d'une disparition planifiée. Veronica avait-elle, malgré sa vie apparemment heureuse, simplement disparu? Le manque de preuves était pour certains une preuve en soi. Elle était en forme, intelligente et connaissait la nature sauvage. Aurait-elle pu orchestrer sa propre disparition? L'idée, bien que douloureuse pour sa famille, offrait une lueur d'espoir qu'elle pourrait encore être vivante quelque part. 18 mois après la disparition de Veronica, au printemps 2022, un incident terrifiant envoya une onde de peur à travers la communauté de Napa et raviva brièvement l'intérêt pour son cas. Une femme dans la vingtaine joguait sur un sentier à environ 8 km de l'endroit où Veronica avait disparu. Elle signala avoir été suivie par un homme dans une berline ancienne et banale. Il s'était garé dans un virage et l'avait regardée passer en courant. Lors de son retour, il se tenait à l'extérieur de sa voiture. Alors qu'elle s'approchait, il s'exposa à elle avant de sauter dans son véhicule et de s'enfuir. La femme, bien que secouée, put fournir une vague description de l'homme et de sa voiture. L'incident rappelait étrangement la fausse piste de la recherche initiale. L'homme se disputant avec une femme près d'un pick-up. La peur d'un prédateur de sentiers rôdant dans les parcs autour de Napa ressurgit avec vengeance. Le bureau du shérif Augmental et patrouille ait émis des avertissements publics. Pendant quelques semaines, le dossier de Veronica fut retiré des archives non résolues. Les détectives réexaminèrent la possibilité qu'elle ait été victime d'une attaque aléatoire et prédatrice. L'homme qui s'était exposé était-il la même personne qui avait enlevé Veronica? La théorie était convaincante, mais finalement, elle ne mena nulle part. L'homme ne fut jamais identifié. Aucun autre incident ne fut signalé. Le pick-up bleu de la première observation resta un fantôme. Sans nouvelles preuves pour relier l'exhibitionniste à la disparition de Veronica, le bref regain d'activité sur son cas s'éteignit. Le dossier fut remis sur l'étagère, et le vide des 18 derniers mois se réinstalla plus profond et plus silencieux qu'avant. Le prédateur de sentier, s'il existait même, restait une ombre, et la vérité sur ce qui était arrivé à Veronica Hensley restait enfouie quelque part dans les collines en attente. 2 ans après la disparition de Veronica, les vers vibrants d'un printemps de Napa avaient cédé la place aux ors profonds et brûlés par le soleil du début de l'automne. L'air était sec, le sol dur et les forêts étaient une poudrière attendant une étincelle. C'est dans ce cadre, par un matin d'octobre frais, en 2022, qu'une histoire qui était restée froide depuis longtemps allait être ravivée par la source la plus improbable. Michael Petrov, un chef à la retraite dans la soixantaine avancée, avait découvert une deuxième passion dans la vie après avoir raccroché son tablier, la chasse aux truffes. C'était un passe-temps qui combinait son amour pour les ingrédients gastronomiques avec son appréciation pour la solitude tranquille des bois. Sa partenaire dans cette aventure était Rosie, un cochon counet-counet dont le museau perspicace était bien plus efficace que celui de n'importe quel chien. Ce matin, la Michael et sa femme Sarah avaient conduit leur vieux pick-up profondément dans une étendue reculée de forêt de chênes dans le comté de Napa, à des kilomètres de tout sentier, balisé ou parc public. C'était une terre privée, un range tentaculaire dont le propriétaire donnait à Michael la permission de chercher, sachant qu'il respectait le terrain. Ils étaient dans une zone prometteuse, le sol sous un bosquet de vieux chênes humides et ombragés. Rosie, habituellement méthodique, commença à creuser avec une excitation frénétique, presque fiévreuse. Ses grognements étaient aigus et insistants. Elle en a trouvé une grosse, Sarah, appela Michael, un sourire s'étalant sur son visage.
Il s'agenouilla à côté du cochon, ses mains bougeant pour aider à dégager le sol riche et sombre. Il s'attendait à sentir la forme ferme et arrondie d'une truffe noire prisée. Au lieu de cela s'appelle urta, quelque chose de mou et souple, quelque chose qui cédait avec un relâchement écœurant et non naturel. Il s'arrêta, fronçant les sourcils. Il poussa doucement Rosie de côté et commença à creuser plus soigneusement avec ses mains. Il dégagea la terre meuble et les feuilles, ses doigts, effleurant une surface mince et lisse. C'était du plastique. Il contourna les bords, son excitation initiale se transformant en un nœud d'appréhension. L'objet était un sac, enterré à seulement 30 cm sous la surface. Avec une dernière traction, il le libéra de la tombe peu profonde. Michael se leva tenant le sac. C'était un sac en plastique translucide de type épicerie, recouvert de saleté et de crasse. Mais son contenu était horriblement visible à travers le film musée. Sarah haleta, sa main volante à sa bouche. À l'intérieur, emmêlés ensemble dans un désordre comprimé et souillé, se trouvaient des vêtements de sport féminins, un soutien-gorge de sport rose et blanc délavé et un short de course noir. À côté des vêtements se trouvaient d'autres articles plus intimes. Un préservatif usagé et déroulé, un emballage du Rex bleu scellé et un tampon usagé. Les objets déforment un tableau grotesque, une histoire de violence et de violation préservée dans la terre. L'air, quelques instants auparavant, rempli de l'odeur du chêne et du sol humide, semblait maintenant épais avec la puanteur d'un secret longtemps gardé. Le regard de Sarah était fixé sur les vêtements souillés à l'intérieur du plastique. C'était le soutien-gorge de sport, le dégradé distinct du blanc au rose, qui attira son attention, tirant une image à moitié oubliée des profondeurs de sa mémoire. Son esprit s'emballa, reliant les points avec une clarté soudaine et écœurante. La coureuse disparut. Les reportages d'il y a 2 ans. Les photos de la femme blonde souriante dans sa tenue de course, les vêtements dans le sac. Ils correspondaient. Elle savait, avec une certitude, qui la glaça jusqu'aux os, ce que c'était. Ses mains tremblaient, alors qu'elle cherchait son smartphone. « Tiens-le, Michael, » dit-elle, sa voix mince et tremblante. « Ne le bouge pas, tiens-le juste. » Michael, le visage pâle et sombre, tint le sac en l'air. La lumière du soleil d'automne filtrait à travers les arbres, illuminant le contenu troublant. Sarah prit une photo, le clic de l'obturateur anormalement fort dans les bois silencieux. Puis une autre. Elle savait à quel point c'était important de capturer les preuves exactement telles qu'elles avaient été trouvées, avant qu'elles ne soient perturbées, avant que l'histoire qu'elle racontait ne puisse être modifiée. Ils restaient là un long moment. Eux deux et le cochon, gardiens d'une terrible découverte. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas le toucher davantage. Ils devaient appeler la police. Le trajet pour rencontrer les députés semblait surréaliste. Ils laissèrent le sac où il était, marquant l'endroit avec un ruban orange vif attaché à une branche d'arbre. Quand ils rencontraient, finalement, 2 députés du shérif du comté de Napa sur une route de terre isolée, leur histoire sortit dans un flot de phrases paniquées et fragmentées. Ils montrèrent aux députés les photos sur le téléphone de Sarah. L'un des députés, un détective vétéran nommé Dave Riley, ressentit une secousse de reconnaissance en regardant l'image. Il avait été détective junior quand Veronica Hensley avait disparu. Il se souvenait des affiches, des recherches infructueuses, de la photo d'elle dans ce même haut rose et blanc. Il se souvenait du lacet rose unique. Ce n'était pas seulement une piste potentielle, c'était l'affaire, rouverte après 2 ans de silence. La découverte envoyait une onde de choc à travers le département. Le calme de l'unité des affaires non résolues fut brisé. En quelques heures,
le coin reculé des bois fut transformé en une scène de crime majeur, délimitée par des kilomètres de rubans jaunes. Des équipes médico-légales en combinaison blanche descendirent sur la zone, effectuant une recherche méticuleuse en quadrillage autour du vieux chêne. Le sac fut soigneusement excavé, scellé dans un conteneur de preuves et transporté d'urgence au laboratoire criminel d'État à Sacramento. Au laboratoire, le travail commença immédiatement. Les vêtements furent soigneusement séparés et examinés. Sous les lumières crues du laboratoire médico-légal, ils étaient indéniablement ceux de Veronica. Le style, la marque, les couleurs, ils correspondaient de parfaitement aux photos que David avait fournies. L'attention se porte ensuite sur les pièces de preuve les plus critiques, le préservatif et le tampon. Des scientifiques dans des laboratoires stériles commencèrent le processus minutieux d'extraction d'ADN, travaillant contre la dégradation du temps et des éléments. Ils cherchaient un fantôme, un profil génétique qui pourrait donner un nom à l'ombre qui avait hanté cette affaire pendant 2 ans. Toute l'enquête dépendait maintenant des secrets que ces petits objets jetés contenaient. Le laboratoire criminel du département de justice de Californie à Sacramento opère dans un monde de précision stérile. Un endroit où des traces microscopiques peuvent démêler les crimes les plus complexes. Pour les scientifiques médico-légaux assignés au cas de Veronica Hensley, le sac de preuves représentait à la fois un défi et une opportunité profonde. 2 ans d'exposition à l'humidité, aux bactéries et aux températures de flûte dans le sol auraient facilement pu détruire tout ADN viable. L'équipe travaillait avec une concentration tranquille et intense, sachant que les espoirs d'une famille et d'un département de police reposaient sur leurs efforts. Les jours se transformèrent en 1 semaine, puis la percée arriva. Le laboratoire réussit à extraire un profil ADN masculin, complet et viable du préservatif usagé. L'échantillon était propre, non compromis. C'était un coup de chance, mais c'était la meilleure chance qu'ils avaient tuée depuis le début de la recherche. Le profil fut immédiatement téléchargé dans le Combined DNA Index System, ou CODIS, une vaste base de données nationale, contenant les empreintes génétiques de criminels condamnés, de personnes arrêtées et de preuves de scènes de crimes non identifiées. Le système commença sa recherche, croisant le profil avec des millions d'entrées. L'attente était angoissante, puis une correspondance. Le profil ADN du préservatif correspondait à une entrée existante dans la base de données. Le nom qui clignota sur l'écran était Mark Jennings, un paysagiste de 45 ans vivant dans une petite maison de location discrète à la périphérie de Napa. Son entrée dans CODIS provenait d'une condamnation vieille de 10 ans pour exposition indécente. Un délit qui l'avait obligé à soumettre un échantillon d'ADN, c'était une infraction mineure, mais pour les détectives sur l'affaire, c'était un signal d'alarme flagrant. Les prédateurs commencent souvent, petits et escaladent. Le nom, Mark Jennings, envoya une décharge d'électricité à travers le bureau du shérif du comté de Napa. Le détective Riley et son équipe lancèrent immédiatement une opération de surveillance secrète. Ils tirèrent les dossiers de Jennings. C'était un solitaire tranquille, sans famille proche, un homme qui se tenait à l'écart. Il dirigeait une petite entreprise de paysagisme indépendante, ce qui lui donnait une raison légitime d'être partout dans le comté, y compris près des systèmes de sentiers et des parcs. C'était un fantôme, se cachant à la vue de tous. Pendant la semaine suivante, une équipe de surveillance suivit chaque mouvement de Jennings. Il l'observait depuis des voitures banalisées, alors qu'il vaquait à sa routine quotidienne. Acheter des fournitures dans un centre de jardinage, tendre des pelouses dans des quartiers résidentiels tranquilles, manger seul dans des restaurants bon marché. Sa vie semblait banale, presque pitoyable. Mais ensuite, ils observèrent un schéma plus troublant. Plusieurs fois, ils suivirent de son camion de travail délabré, alors qu'il conduisait lentement devant divers débuts de sentiers et parcs, dans tout le comté
y compris des endroits de jogging populaires près du lac NSC et du Skyline Park. Il ne s'arrêtait pas, mais il ralentissait son véhicule au pas, son regard s'attardant sur les joggeuses qui couraient le long des chemins. La façon dont il les regardait était prédatrice, un chasseur évaluant sa proie. Le comportement était d'une cohérence glaçante avec leur théorie. Il n'était pas seulement un paysagiste, c'était un harceleur. Armés de la correspondance CODIS et des images de surveillance accablantes, les détectives avaient en plus cassé pour obtenir un mandat. Ils planifiaient en l'opération avec un soin méticuleux. Ce n'était pas un homme qu'ils pouvaient risquer d'effrayer. Par un matin frais et brumeux, juste avant l'aube, une équipe SWAT descendit sur la petite maison de Jennings. Le raid fut rapide et écrasant. Ils défoncèrent la porte avec un bélier, le craquement aigu résonnant dans le quartier tranquille. Jennings fut trouvé dans son lit, réveillé en sursaut. Il n'offrit aucune résistance d'un son expression, étant celle d'une confusion déconcertée, plutôt que de peur ou de culpabilité. Il fut menotté et conduit à une voiture de patrouille en attente, son visage illuminé par les lumières rouges et bleues clignotantes. Pendant que Jennings était transporté au poste, une équipe médico-légale commença une fouille systématique de sa maison. Elle était clairsemée et bien rangée, la maison d'un homme qui vivait une vie solitaire. Mais le monde numérique contenait ses secrets. Sur son vieil ordinateur de bureau, une analyse médico-légale découvrit un dossier caché et protégé par mot de passe. À l'intérieur se trouvaient des centaines de photographies, toutes prises avec un puissant téléobjectif. C'étaient des photos candides et invasives de femmes. Les femmes n'étaient pas conscientes qu'elles étaient photographiées, leurs moments d'effort privés capturés et catalogués par un voyeur invisible. Parmi les fichiers se trouvaient des dizaines de photos de Veronica, certaines datant de semaines avant sa disparition. Jennings avait été obsédé par elle. Dans la salle d'interrogatoire, stérile et grise, Mark Jennings était assis en silence. Il était un contraste frappant avec le monstre qu'ils avaient imaginé. Il était physiquement peu imposant, avec des cheveux clairsemés et un ventre mou et bedonnant. Il répondait aux questions de base par des réponses mais tranquilles d'un mot, ses yeux évitant le contact. Le détective Riley commença en plaçant une photo de Veronica sur la table. Jennings y jeta un coup d'œil, son visage ne trahissant aucune émotion. Pendant des heures, il nia tout. Il affirmait ne l'avoir jamais vue auparavant, n'avoir jamais été sur ce sentier. Puis Riley joua son atout. Il fit glisser une copie du rapport de laboratoire sur la table. « Ton ADN, Mark, il a été trouvé dans un préservatif enterré avec ses vêtements. Explique ça. » Jennings fixa le papier, sa façade commençant à se fissurer. Sa respiration devint superficielle. Il bougea sur sa chaise, le comportement calme se dissolvant en une nervosité défensive. Il ne confessa pas encore, mais les démentis cessèrent. Finalement, après une autre heure d'interrogatoire implacable et patient, le barrage céda. La confession qui se déversa était horrible, non pas pour sa passion, mais pour sa nature froide et détachée. Il parlait de Veronica avec un sens glaçant de propriété. Il l'avait observée pendant des semaines, dit-il, mémorisant son programme de course. Il décrivit son fantasme, son obsession. Le jour de sa disparition, il l'avait attendue sur une section reculée et envahie du sentier, lui tendant une embuscade. Son récit de l'agression fut livré d'un ton monotone et plat, mais c'était sa justification qui choqua vraiment les détectives chevronnés. « Elle le cherchait », dit Jennings, sa voix dénuée d'émotion. « Courir partout comme ça dans ses vêtements courts, si belle. Ce n'est pas ma faute. Un homme ne peut supporter que jusqu'à un certain point. Il a demi l'avoir tuée, quand elle s'était défendue, l'étranglant
dans un moment de rage. Il avait ensuite enterré ses vêtements dans un endroit et son corps dans un autre, un geste calculé pour brouiller toute enquête potentielle. La confession était une victoire, mais elle était incomplète. Veronica était toujours portée disparue. Dans le cadre d'un accord de plaidoyer pour retirer la peine de mort de la table, Jennings accepta de les conduire à son corps. Le lendemain, une procession sinistre de véhicules de police suivit les indications de Jennings profondément dans une autre section, encore plus reculée de la nature sauvage de Napa, à des kilomètres de l'endroit où les Petrovs avaient retrouvé le sac. Il pointa vers un endroit sous un groupe de lauriers. Après des heures d'excavation minutieuse, les restes de Veronica furent finalement récupérés. Elle rentrait chez elle. L'enquête ne s'arrêta pas là. Les centaines de photographies trouvées sur l'ordinateur de Jennings devinrent un puzzle obsédant pour les détectives. Alors qu'ils cataloguaient méticuleusement les images, ils commencent à croiser les femmes sur les photos avec des cas de personnes disparues non résolus des comptes voisins. Le travail était minutieux, faire correspondre les visages, les vêtements et les emplacements. Puis vinrent les percées glaçantes, un porte-clés distinctif en forme de tortue de mer visible, sur un sac à dos. Sur une photo correspondait à la description d'un objet appartenant à une étudiante de 22 ans, qui avait disparu en promenant son chien dans un parc du comté de Sonoma 5 ans plus tôt. Sur une autre image, une femme portait une boucle d'oreille créole, en argent unique, que les membres de la famille confirmaient d'appartenir à une autre femme disparue 1 an avant cela. La vérité horrible s'installa. Mark Jennings n'était pas un tueur opportuniste qui avait commis une erreur fatale. C'était un prédateur en série qui chassait dans les collines du nord de la Californie depuis des années, photographiant méthodiquement ses victimes avant qu'elles ne disparaissent. Sa vie tranquille, une couverture parfaite pour le monstre qui se cachait à l'intérieur. La nouvelle fut transmise à la famille de Veronica dans le calme de leur salon. C'était la réponse qu'ils avaient passé 2 ans à prier et à redouter à parts égales. L'incertitude était terminée, mais elle était remplacée par une certitude brutale et dévastatrice. Mark Jennings fut condamné à plusieurs peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il mourait en prison. Pour les familles de ses victimes, ce n'était pas la justice, pas vraiment. Rien ne pouvait ramener leurs proches, mais c'était une fin. L'ombre qui avait harcelé les sentiers avait finalement été mise en lumière, et les bois, pour l'instant, étaient à nouveau sûrs. L'arrestation et la confession de Mark Jennings envoyèrent une secousse de choc et de peur à travers les communautés soudées de la vallée de Napa. Il n'était pas un monstre d'une ville lointaine, mais un homme local, un visage familier et discret qui s'était déplacé silencieusement parmi eux. Les sentiers bien-aimés, autrefois considérés comme des lieux de refuge et de beauté naturelle, furent soudainement redéfinis comme des terrains de chasse. L'histoire domina les actualités locales pendant des semaines. Les joggeuses et les randonneuses parlaient d'un malaise nouvellement trouvé, de regarder par-dessus leurs épaules sur des chemins qu'elles avaient autrefois parcourus sans y penser. L'affaire devint un catalyseur de changement. À la suite des révélations, les autorités locales et les services des parcs firent face à une vague de pression publique pour améliorer la sécurité. Les réunions municipales étaient les bondées de citoyens inquiets exigeant des mesures. En réponse, le département des parcs du comté de Napa augmenta considérablement les patrouilles de gardes forestiers sur les systèmes de sentiers les plus populaires. Ils défrichèrent d'allées broussailles pour améliorer les lignes de vue et, dans une mesure plus avancée, technologiquement, commencent à installer des bornes d'appel d'urgence alimentées par l'énergie solaire aux principes au début de sentiers, y compris le CHNH 500. Les changements étaient le résultat direct de la tragédie de Veronica, une tentative de la communauté de retrouver son sentiment de sécurité. Des mois plus tard, après la conclusion des procédures judiciaires,
Veronica Hensley fut finalement mise au repos. Le service fut privé, avec la présence de la famille Poe et d'amis proches qui partagèrent des souvenirs de son esprit vibrant, de son rire contagieux et de son dévouement inébranlable. Mais la communauté avait besoin d'un moyen public de pleurer et de se souvenir. Le club de course dont elle faisait partie, en collaboration avec sa famille, collecta des fonds pour dédier un banc commémoratif en son nom. Il fut placé au début du sentier CH positionné pour surplomber le début du chemin qu'elle avait tant aimé. L'histoire de la disparition de Veronica et de la capture de son tueur est une tapisserie sombre, tissée de fils de tragédie, d'obsession et de travail policier. Mais il est impossible de la raconter sans reconnaître le fil final et improbable, celui du pur hasard. La résolution dépendait d'une série d'événements si improbables qu'il frôle à le miraculeux. Si Mikhail Petrov, le chef à la retraite, n'avait pas choisi ce coin spécifique et reculé des bois pour sa chasse aux truffes ce matin d'octobre. Si son cochon, Rosie, avec son museau vif et déterminé, n'avait pas été attirée par cet endroit exact sous le vieux chêne. Si elle n'avait pas creusé avec une insistance si inhabituelle. Si Michael et Sarah n'avaient pas compris la gravité de ce qu'ils avaient retrouvé et n'avaient pas eu la présence d'esprit de préserver la scène. Si l'une de ces choses ne s'était pas produite, le sac en plastique contenant la clé de tout le mystère aurait pu rester enterré dans la terre pendant des décennies ses secrets, se décomposant lentement en néant. Mark Jennings aurait continué son existence tranquille et prédatrice, revendiquant peut-être plus de victimes. Son passe-temps sombre cachait derrière le masque d'un paysagiste solitaire. C'était un rappel brutal que parfois dans la recherche de la justice, l'indice le plus crucial peut être déterré, non pas par la technologie ou la médecine légale, mais par le simple instinct persistant d'un animal cherchant un trésor dans la terre.